6 heures de vol pour ce Rafale qui rentre de Syrie avant de réussir son appontage. En quelques mètres, le pilote passe de 250 à 0 km/h. L'homme est fatigué. Il a largué ses bombes sur son objectif, il n'a pas décompressé, n'a rien bu, rien mangé et doit rester exemplaire jusqu'à la dernière minute. L'exploit est répété des dizaines de fois par jour. Les pilotes sont entraînés comme des athlètes, choyés, privilégiés. Leurs missions sont la raison d'être d'un porte-avions. Tout a été conçu pour qu'ils restent concentrés. Rien ne doit les perturber quand ils entrent dans l'habitacle. Les couleurs que portent les uns et les autres sont des codes. Celui que suit le pilote du regard est appelé le chien jaune. Il autorise le départ. Sur le pont d'envol, une seule personne est responsable de prendre en charge le pilote. C'est beaucoup, ça, on garantit la sécurité et on se limite à des gestes simples. Donc le pilote suivra un personnel en jaune du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dès lors qu'il sera désaisonné jusqu'au moment où il sera catapulté. Ça nous permet de se concentrer sur une seule personne sur le pont d'envol est responsable d'un aéronef. L'anonymat des pilotes est obligatoire, par mesure de sécurité vis-à-vis de Daesh. Ils ne répondent pas aux interviews. Depuis son arrivée dans le golfe Persique, la France a pris le commandement des opérations navales de la coalition. Sur le 8e pont, l'état-major se réunit pour préparer les frappes contre l'organisation de l'État islamique. Britanniques, Allemands et Américains sont présents. C'est une première qui est le fruit d'une longue coopération avec les États-Unis, une coopération entre les groupes porte-avions en particulier, qui est arrivée à un niveau de confiance et d'interopérabilité tel que nous pouvons aujourd'hui remplacer un groupe porte-avions américain dans ses fonctions ici dans le Golfe et donc au sein de la coalition qui lutte actuellement contre Daesh. Le 1er février dernier, ces Rafales décollent, armés de missiles Scalp. À quelques nautiques de là, sur le porte-avions Truman, les chasseurs américains font de même. Ils vont détruire ensemble un camp d'entraînement de l'organisation de l'État islamique au nord d'Alep. Des opérations de coopération régulières. Depuis que le Charles de Gaulle est arrivé dans le golfe Persique, les frappes contre le groupe terroriste ont été multipliées par 3. Il y a eu l'ordre effectivement d'intensifier les missions de combat. On a encore la capacité à bord du porte-avions de mener davantage de missions qu'on a pu le faire précédemment. Ça nécessite aussi beaucoup d'engagement de la part de chacun des marins à bord du porte-avions, bien sûr, et puis aussi de tous les autres bateaux, pour pouvoir intensifier les combats au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Un porte-avions ne navigue jamais seul, il serait trop vulnérable. Il est accompagné d'un groupe aéronaval, frégates, sous-marins, hélicoptères et cet avion, le Hawkeye. Également catapulté depuis la piste d'envol du Charles de Gaulle, il part toujours une demi-heure avant les chasseurs. L'équipage vérifie l'appareil avant le décollage, inspection des turbines, des hélices. C'est au tour du radar de démarrer. La spécificité du Hawkeye est de récolter du renseignement. Il vole très haut, draine les informations sur un large spectre, puis les retransmet aux navires de la zone. Particulièrement au Chevalier Paul. Nous voici embarqués sur la frégate de défense aérienne du porte-avions. Elle l'escorte en permanence. Parfois, elle s'en approche de très près. Parfois, il disparaît de sa vue, mais jamais de son radar. Sur la passerelle du bateau, chacun est concentré sur le trafic maritime, au milieu des pétroliers ou des pêcheurs. La préoccupation, c'est de ne pas gêner le Charles de Gaulle, tout en l'escortant et en restant positionné intelligemment face à une éventuelle menace ou face à un trafic qui pourrait le gêner. Donc là, notre travail est de s'interposer ou de blanchir la zone et donc du coup de manœuvrer pour lui laisser le champ libre. 200 hommes et femmes travaillent jour et nuit, parfois sans voir la mer. Sur ce bâtiment de guerre ultra-moderne, sans hublot pour être plus discret, tout se passe dans les entrailles. Le central opération reçoit les informations des airs, de la surface de la mer et de ses profondeurs. Le radar du bateau balaie un rayon de 400 km.
On crée ici une bulle de protection du porte-avions. La mission du chevalier Paul est de permettre aux Rafales et aux super-étendards d'aller en Irak et en Syrie et de prévenir le porte-avions de tout type d'attaque. Au-delà de ses capacités à voir et à entendre, il est aussi doté de capacités à agir dans les milieux, je dirais, où la menace est la plus élevée, que ce soit une menace qui vienne des airs, des avions, des missiles, de la surface, des petits ou des gros bateaux, voire également des sous-marins. Donc c'est un des outils aujourd'hui les plus performants dont la marine est équipée. La frégate est lourdement armée. Des missiles anti-aériens de la dernière génération, des torpilles anti-sous-marins, des canons. Retour vers le Charles de Gaulle, à bord d'un des hélicoptères qui fait la navette entre les différents bateaux. Survole au passage du ravitailleur du groupe aéronaval. La Marne va livrer du pétrole, des munitions, mais aussi des vivres et du courrier. En temps de guerre, il ne faut pas négliger le quotidien des marins. Soleil couchant sur le golfe Persique, la dernière mission doit rentrer. Dans le calme de la passerelle, l'officier de quart guette. C'est une femme qui conduit le navire amiral de la marine française. Bien d'abri. Oui. Dès que vous aurez mis en l'air Pedro, charpreneur du bleu. Elle l'oriente pour permettre aux avions de se poser. Pour pouvoir catapulter les avions, il faut qu'on ait du vent de face. Or, on a une zone qui est assez restreinte, donc on a ce qu'on appelle le crédit aviation. Donc forcément, il faut en permanence se dire combien de temps il me reste à cette route. Et dès que j'ai un petit créneau de libre où je ne catapulte, où je ne récupère pas d'avion, je vais essayer de me retourner pour récupérer du crédit aviation, pour ensuite être à nouveau à la bonne route. Gouverner au 357. Aux ordres de Flory, la main sur le joystick, la barre du 21e siècle pour un navire, Mam suit chaque cap avec beaucoup de fierté. Mon rêve, c'est ça en fait, d'être là et de gouverner un grand porte-avions comme ça et avoir des grandes responsabilités. C'était ça en fait. Et qu'est-ce que vous racontez à vos amis? Ce que je fais. Ils ont du mal à le croire, mais c'est ça. À la fin de son quart, Flory rejoint sa chambre. Le temps de ranger rapidement quelques effets avant l'entrée de la caméra. On ne dit pas chambre sur un bateau de la Marine nationale, on dit un poste. Donc vous voyez, on a également les bannettes, notre petit coin hygiène et notre bureau. La vie à bord est spartiate, mais les temps de loisirs et de décompression sont prévus selon une organisation toute militaire. En fonction des grades, on a différents carrés où on peut se retrouver, où on peut regarder la télé, où il y a des magazines. On a également une salle de lecture à bord. Donc tout est fait, tout est pensé pour que le marin puisse tenir sur la durée, puisse travailler et en même temps puisse vraiment penser à autre chose, faire du sport, se relaxer. À certaines heures de la journée, le pont arrière se transforme en salle de sport. Les tapis côtoient les cordages. Tout grade confondu, les marins viennent évacuer leur stress. Un départ en mission, c'est ignorer la date de retour, ressentir l'enfermement sur la mer au bout de quelques semaines, être entouré des mêmes individus chaque jour. C'est au commandement de savoir offrir les soupapes de décompression. Le sport en est une. La nourriture, une autre. Là, il est un peu blanc encore, donc on va le laisser cuire encore un peu. On va tarder à... Raphaël est un des visages les plus connus du bateau. C'est le boulanger. Il produit 1400 baguettes par jour. C'est surtout lui qui fournit les casse-croûtes à ceux qui travaillent de nuit, qui embellit les petits déjeuners en rajoutant les croissants et qui offre aux étrangers de passage la French Touch. Le pain, en plus, c'est les premiers souvenirs d'enfance. Le pain, le bon pain, le petit déjeuner, les viennoiseries, etc. Donc, retomber, ça fait retomber un petit peu en enfance. Et puis bon, le pain pour le français moyen, c'est comme le camembert ou le vin rouge, c'est une institution. Le porte-avions est une ville flottante. 2000 personnes y sont embarquées. C'est une fourmilière. Chacun se concentre sur ses responsabilités et beaucoup se croisent sans se connaître. Il y a des kilomètres de coursives, 11 ponts, des centaines d'échappées particulièrement raides. Servir à bord d'un porte-avions à propulsion nucléaire est un honneur pour un marin. C'est surtout un embarquement atypique. La vie à bord du porte-avions est une vie exigeante, mais c'est une vie extrêmement exaltante.
Et puis bon, les circonstances ont renforcé la détermination de l'équipage. Et après, il faut trouver cette alchimie entre effectivement les jeunes qui doivent être formés par les plus anciens, qui leur apprennent un peu la technique du porte-avions. C'est un bateau particulier, mais un bateau sur lequel on fait des choses différentes qui sont d'un niveau très supérieur à ce qu'on peut faire sur d'autres bateaux. Par exemple, pour la maintenance aéronautique, on opère à bord du porte-avions, on fait des opérations de maintenance semi-industrielle, ce qu'on ne fait pas sur les bases. Donc c'est ça qui permet au porte-avions de durer. Dès que les avions atterrissent, ils vont à l'atelier. C'est une vraie usine. 500 personnes y travaillent, un quart des effectifs du porte-avions. Tout se répare, les 18 Rafales, les 8 super-étendards, les 4 hélicoptères, les 2 Hawkeye. Les mécaniciens sont des passionnés, ils cherchent la panne, bichonnent leur avion, ont constamment en tête que la vie d'un pilote dépend de leur métier. Xavier est l'un des responsables de l'atelier. Il connaît chaque recoin, chaque personne, chaque appareil. Depuis 10 ans, il embarque plusieurs mois d'affilée par an. Une vie d'engagement qu'il cherche à transmettre à ses équipes. Nous invitons beaucoup nos techniciens à participer au briefing opération pour qu'ils comprennent la finalité de leur métier. C'est-à-dire qu'il faut voir que ces 500 techniciens aéronautiques que nous avons à bord travaillent jour et nuit. Donc j'ai des équipes qui se relèvent, il y en a qui vont se réveiller cette nuit à 3 h du matin et qui vont travailler pour 6 heures. Donc voilà, donc c'est physiquement très éprouvant comme métier. Et derrière, quand vous arrivez à montrer la finalité de notre métier qui est d'assurer les missions opérationnelles, vous avez des gens très motivés et qui savent pourquoi cette nuit, je vais leur demander de finir très tard. Les avions sont recouverts de la poussière des déserts irakiens et syriens. Il y a le sel, très corrosif, qui se dépose aussi pendant le survol des mers. Il faut les nettoyer, ça, c'est le quotidien. Mais l'atelier doit pouvoir tout gérer, y compris assembler un moteur. En pleine mer, en pleine opération de guerre, il faut être autonome. Ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est de voir repartir, là en l'occurrence un moteur ou un avion en vol après avoir travaillé dessus. C'est toujours plaisant. Parce que c'est plusieurs heures de notre vie, parfois plusieurs jours de travail qui partent en vol. Inscrit en lettres d'or sur le Charles de Gaulle, discipline, patrie, honneur. Le porte-avions est un bâtiment militaire. C'est aussi un instrument politique et médiatique qui diffuse les valeurs françaises. Chacun à bord en est conscient. La France est le seul pays européen à avoir conservé un porte-avions et son groupe aéronaval.